La propagande est une forme d'art, et parfois elle n'est pas immédiatement reconnaissable en tant que telle. Elle peut être tellement profondément ancrée dans la manière dont vous percevez votre nation, que vous ne la considérez même pas comme de la propagande. À la place, vous la voyez comme un reflet de votre pays et de ses valeurs. Cependant, il y a de nombreuses choses qui renforcent cette perspective et diverses méthodes sont utilisées pour s'assurer qu'elle soit constamment promue. Hello everybody, this is Pascal and today... Bonjour à tous, ici Pascal, et aujourd'hui j'ai avec moi deux chercheurs qui ont récemment réalisé des avancées significatives dans le domaine des études sur la neutralité. Je parle à Edward Corse et Marta Garcia Cabrera. Ed est chercheur honoraire à l'Université de Kent, au Royaume-Uni, et Marta est chercheuse à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria en Espagne. Ils ont organisé une grande conférence sur la neutralité et la propagande il y a environ 2 ans, et ils viennent de terminer la rédaction d'un merveilleux livre intitulé « Propagande et neutralité, étude de cas globale sur le XXe siècle ». Dans ce volume, de nombreux chercheurs, y compris moi-même, ont contribué des chapitres sur la connexion entre les États neutres et diverses formes de propagande. Le meilleur de tout, c'est que le livre est disponible en accès libre, donc je mettrai le lien ci-dessous. Jetez-y un œil si cela vous intéresse. C'est un livre très opportun et le sujet que nous voulons discuter aujourd'hui. Ed et Marta, merci beaucoup de vous être joints à nous en ligne aujourd'hui. Thank you so much for coming online today. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Pascal. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. I just told you, right, that this book here, it's a very... Je viens de vous dire, ce livre ici est une grande réussite. Il a l'air magnifique. Vous avez fait des recherches et avez rassemblé une équipe de chercheurs pour collaborer. Ensemble, vous avez créé presque 20 chapitres sur divers cas. Pourrions-nous commencer par définir la neutralité? Qu'est-ce que la propagande? Comment les deux sont-ils liés? Et qu'avez-vous appris en assemblant ce volume? And what did you learn from putting this volume together? Good. Thank you, Pascal. So, let's start with neutrality. Bien, merci Pascal. Alors commençons par la neutralité. Tout d'abord, vous pourriez chercher la définition de la neutralité dans le dictionnaire. Cela vous dirait probablement que c'est un état intermédiaire entre deux côtés différents, une abstention de la guerre. Cette définition me mène jusqu'à un certain point, mais ce que nous avons trouvé, c'est que c'est bien plus complexe que cela. La neutralité fait partie de la guerre depuis les temps anciens. Des chercheurs comme Marsha Abenhouse et Neville Wiley ont montré que la neutralité est intrinsèque à la guerre depuis très longtemps dans leurs études particulières. Ungerd, je pense qu'il vaut la peine d'explorer différents aspects de la neutralité dans le cadre de la réflexion sur ce que c'est. Certaines personnes la voient comme quelque chose d'immoral, une position de faiblesse et un moyen potentiel de ne pas participer à la guerre parce que vous ne pouvez pas participer, ce qui pourrait vous laisser vulnérable face aux belligérants. Wiley et Abenhouse citent tous deux Machiavel, où il parle de la neutralité comme étant une position de faiblesse et pouvant potentiellement étouffer la créativité. Mais il y a aussi d'autres qui voient la neutralité comme une position morale, quelque chose qui est au-dessus de la guerre. Des organisations telles que la Croix-Rouge, par exemple, sont basées en Suisse en raison de leur désir de maintenir une position entre les belligérants, de trouver des moyens de résoudre les conflits. Et donc, c'est vu comme une position morale. C'est donc multifacette, et il y a des exemples où des neutres ont essayé d'obtenir des concessions de la part des belligérants. Ils ont tenté de vendre des biens aux deux camps dans une guerre. Donc, il y a de multiples exemples de cela. La neutralité peut se manifester de différentes manières. Elle peut être déclarée comme une position juridique concernant une guerre particulière et dans des circonstances spécifiques. Nous donnons de nombreux exemples de la Première et de la Seconde Guerre mondiale dans le livre.
La neutralité peut aussi être une position plus permanente, comme des pays comme la Suisse l'ont adoptée comme partie intégrante de leur identité centrale, la maintenant tout au long de n'importe quel conflit. Puis il y a des exemples de la guerre froide, où ce n'était pas une guerre chaude avec une menace directe d'invasion ou de conflit, mais il y avait une sorte de neutralité idéologique entre les deux camps opposés. En réponse à la première question sur ce qu'est la neutralité, je dirais que c'est complexe et dépend des conditions locales et des circonstances particulières d'une guerre ou d'un type de conflit différent. Cela ne signifie pas nécessairement une non-implication dans une guerre non plus. Cela peut impliquer de se concentrer sur les activités d'une guerre tout en adoptant une position spécifique. La neutralité fait partie de la guerre depuis l'Antiquité, ce qui en fait un sujet très fascinant. Mais maintenant, je vais passer la parole à Martha pour discuter de la définition de la propagande et de notre vision de celle-ci. Puis nous parlerons de la manière dont elles fonctionnent ensemble. Yeah, thank you, Edward. Oui, merci Edward. Eh bien, l'autre terme contesté que nous considérons dans ce livre est le concept, bien sûr, de propagande. Et c'est clairement un mot qui signifie des choses différentes pour différentes personnes. Par exemple, beaucoup de gens prétendent, ou pourraient prétendre, connaître sa signification, mais identifier ce qui est et ce qui n'est pas de la propagande dépend beaucoup de qui le définit. Par exemple, certains auteurs, comme Peter Pomerantsev, dans son livre « This is not propaganda », vont même jusqu'à dire que le terme de propagande est si chargé et fracturé qu'il a choisi d'éviter d'utiliser presque entièrement le mot. Dans l'encyclopédie historique sur la propagande et la persuasion de masse, éditée par Nicholas Kull, David Colbert et David Welch, ils explorent une multitude de différents types de propagande et passent près de 5 pages à examiner la définition même du mot. Le mot provient de la commission des cardinaux catholiques romains du XVIIe siècle. Cependant, comme le démontre Philip M. Taylor dans son livre Munitions of the Mind, le concept de propagande a été une partie centrale de l'histoire depuis l'Antiquité. Il est également vrai qu'il est devenu particulièrement proéminent au XXe siècle, lorsque les gouvernements ont utilisé la propagande comme un instrument d'État à la fois de guerre et de mouvement de paix, et ont surtout fait usage de la technologie moderne de communication de masse. Il est aussi vrai que le concept est souvent vu dans un sens péjoratif, communément associé aux idées de fausseté, de tromperie et de lavage de cerveau, par exemple. Bien qu'elle soit souvent perçue de cette manière, des chercheurs tels que David Welch soutiennent que la propagande elle-même, en tant que méthode de communication, d'influence et de persuasion, est en réalité un phénomène éthiquement neutre. Ce sont davantage les messages et les idées de propagandistes particuliers qui ont donné une mauvaise réputation à la propagande. Alors qu'est-ce que c'est? La propagande est généralement considérée comme un instrument de persuasion utilisé par les États, les groupes politiques, les organisations idéologiques et les individus dans le but d'atteindre ou même de maintenir une position de pouvoir, notamment par l'orientation et l'alignement des opinions et des attitudes. Ce n'est pas un concept uniforme ou immuable, bien sûr, puisque ces implications répondent à une multitude de catégories et de variantes. La propagande peut prendre différentes formes, orale, imprimée, visuelle, et à travers différents moyens de diffusion tels que la radio, les pamphlets, les journaux, le cinéma, la photographie, les événements culturels, la diplomatie, ou même par l'utilisation de fermes de trolls et de bots. La propagande peut également avoir une variété d'objectifs différents. Par exemple, elle peut chercher à légitimer, célébrer, justifier, séduire, cajoler, évangéliser, subvertir, renforcer d'autres opinions, expliquer, confondre ou même tromper. La propagande peut agir dans différentes circonstances, en guerre comme en paix, et par exemple, également en temps de crise.
Les sources utilisées par la propagande peuvent être publiquement connues, généralement conçues comme de la propagande blanche. Elles peuvent aussi être peu claires, généralement connues sous le nom de propagande grise, ou elles peuvent être délibérément obscurcies, ce qui est habituellement détourné sous le nom de propagande noire. Donc, comme vous voyez, les deux termes contestés et deux formes d'aspect smearing à discuter. Voulons-nous parler un peu, Pascal, de la propagande et de la neutralité? Oui, lorsque vous les réunissez, pourquoi les réunissez-vous? Et comment la neutralité va-t-elle de pair avec la propagande? Ou comment se prête-t-elle à la propagande? Je pense que nous avons essayé d'expliquer que les deux sont associés à la guerre, la première guerre, ou une sorte de conflit, et donc ils sont naturellement entrelacés. Il y a plein d'exemples dans le livre où la propagande belliqueuse a été dirigée vers des pays neutres pour essayer de les faire changer de position. Le cas le plus extrême est le changement de leur position de neutre à participant actif. Il y a plusieurs exemples impliquant la religion. Stephen Patsy discute du rôle de la propagande britannique dans la persuasion du gouvernement américain de déclarer la guerre lors de la Première Guerre mondiale. Puis il y a l'exemple de Miguel Brandão et le rôle de la propagande dans la conviction des Portugais de rejoindre la Première Guerre mondiale, avec des exemples comme le naufrage de navires, particulièrement lorsqu'on discute du rôle de la guerre en mer. Ainsi, il y a de nombreux cas où les manœuvres publiques ont essayé de persuader les neutres de rejoindre la guerre. Les belligérants ont également essayé de persuader les neutres d'autres manières, pas seulement pour les faire rejoindre la guerre, mais pour obtenir un certain avantage ou pour les empêcher de rejoindre l'autre camp, ce qui est également une activité clé. Il est parfois utile que des neutres agissent comme des zones tampons entre les belligérants, créant des frontières à un conflit. Il y a divers objectifs que les belligérants cherchent à atteindre en essayant de persuader les neutres d'agir ou de maintenir une position particulière. C'est un aspect. Il y a aussi eu des cas où la neutralité ou sa violation a servi de cri de ralliement pour la participation à la guerre ou pour soutenir un argument spécifique. L'invasion allemande de la Belgique est probablement l'exemple le plus célèbre où le fait que l'Allemagne avait envahi un pays neutre a été utilisé comme un cri de ralliement pour la propagande britannique. Cela a été davantage développé à travers la propagande des atrocités à l'époque. Tout n'était pas vrai, mais cela a été utilisé pour renforcer le moral au sein de la Grande-Bretagne et pour dépeindre l'Allemagne comme l'ennemi, soulignant la dépravation que représente l'invasion d'un pays neutre. Il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci. Les neutres ont également cherché à promouvoir leur propre neutralité comme quelque chose de positif. Il y a de nombreux exemples dans le livre, ainsi que de nombreux débats sur ce que la neutralité signifie réellement. Mike Rattan et Sen Chang ont écrit un chapitre sur le Laos, présentant des visions concurrentes de la neutralité et comment différentes personnes au sein du pays ont tenté de promouvoir diverses interprétations de celle-ci. Il y a beaucoup d'aspects montrant comment les deux termes, propagande et neutralité, sont interdépendants, ce qui en fait un sujet vraiment intéressant. Nous ne sommes pas les premiers à examiner ce sujet. Plusieurs auteurs l'ont exploré au fil des ans. Michael Sanders et Philip Taylor, par exemple, ont examiné la propagande britannique lors de la Première Guerre mondiale, où la neutralité était une partie clé de leur étude. Chad Follwider a étudié la propagande allemande aux États-Unis, et des chercheurs comme Robert Cole et Nick Kull ont enquêté sur différents aspects également. Ce que nous avons cherché à faire avec ce volume, c'était de ne pas juste nous concentrer sur des exemples spécifiques, mais de démontrer l'importance d'examiner à la fois la propagande et la neutralité ensemble à travers une série d'études de cas. Nous voulions souligner la signification de cette approche dans un seul volume.
that in one volume, which is what we try to achieve in the book. Qu'avez-vous appris de cela? Quel est le thème principal? Lorsque vous considérez toutes les guerres du XXe siècle, dont il y en a eu beaucoup, et reconnaissez que nous vivons encore aujourd'hui des guerres terribles, quel est le récit commun? Existe-t-il un récit commun concernant l'utilisation de la propagande dans les États neutres, par les États neutres, contre les États neutres et entre belligérants? Qu'est-ce qui reste constant? What stays the same? That's a very good question. I think C'est une très bonne question. Je pense que nous pouvons parler de certains thèmes que nous avons relevés dans le livre. Il y a de nombreux thèmes, mais nous avons également compris qu'il s'agit souvent de circonstances locales, d'individus particuliers et des problèmes réels survenant dans un État spécifique. Nous avons identifié certains individus, comme Elizabeth Wiskman, comme souligné dans le chapitre de Guy Woodward. Elle est un exemple précis de la manière dont un individu, Elizabeth, a été placé en Suisse pour répandre des rumeurs et plus largement de la propagande. Cela touche également à l'interrelation entre les activités de propagande d'Elizabeth et d'autres aspects tels que la diplomatie et l'espionnage. Il y a des circonstances très spécifiques et il est important de reconnaître que, bien que nous ayons essayé de dégager différents thèmes, ces exemples spécifiques se démarquent. Nous avons également examiné d'autres individus comme Theo Pincus et Neil Anderson, comme en discute Cyril Cordova dans son chapitre. Il examine comment la propagande maoïste a été introduite en Suisse, surtout compte tenu du contexte unique des années 1960, lorsque la Suisse était l'un des rares pays à reconnaître la République populaire de Chine. Les maoïstes ont utilisé la Suisse comme un hub pour étendre leur influence dans le reste de l'Europe. Il convient donc de noter les circonstances spécifiques de ces différents exemples. Passant à certaines des méthodes, Martha, peut-être aimerais-tu en discuter en premier. if we sort of go on to some of the things, Marta, I don't know whether you want to sort of talk about the methods first of all. I was considering also this is a good Oui, je considérais également que c'est une bonne réponse parce que lorsqu'il s'agit des méthodes de propagande, on pourrait arguer que la propagande dans un contexte neutre n'est pas très différente d'autres scénarios. Les méthodes de diffusion sont les mêmes et peuvent être similaires à travers des magazines, des journaux et d'autres formes. Cependant, je dirais que les territoires neutres offrent vraiment une bonne opportunité pour que la propagande se répande sous différentes formes et manières. Le plus important, c'est que la propagande d'une source dans des lieux neutres peut être observée ou expérimentée directement, en contraste avec la propagande d'autres sources ayant des objectifs différents. Cela révèle vraiment de manière plus évidente et directe une réelle compétition pour l'attention des publics neutres. Et c'est une compétition pour le pouvoir qui est beaucoup plus claire dans les lieux neutres où il y a une lutte entre différentes opérations de propagande. Par exemple, pendant les 2 guerres mondiales, il y avait plusieurs villes neutres, en particulier en Europe, qui étaient des foyers de propagation de rumeurs, souvent couplés avec de l'espionnage et le déploiement de messages de manière qui n'étaient tout simplement pas disponibles dans les territoires ennemis. Par exemple, certains chapitres du livre soulignent l'importance des publications imprimées, ainsi que la substitution de la presse neutre par des influences religieuses. C'était un champ de bataille clé. Les États neutres n'étaient pas passifs. Ils tentaient de contrôler cette propagande en instaurant des régimes de censure visant à gérer l'influence et peut-être à promouvoir leurs propres messages. Les chapitres fournissent également des exemples de propagande cinématographique et culturelle. Par exemple, le travail effectué par Simone Muraca ou Edward Coles se concentre sur le Portugal, la Yougoslavie et l'Inde. Les communications verbales dans les territoires neutres étaient également significatives, impliquant parfois des organisations d'espionnage, comme l'exécutif de guerre politique britannique.
Le cas de Michael Tassen et Jeanne dans le contexte du Laos pendant la guerre froide était particulièrement important, comme démontré dans le chapitre. L'acte de parole est un autre exemple mis en évidence dans le livre. Il ne s'agit pas seulement des individus et des circonstances locales. Les méthodes de propagande peuvent être similaires. Cependant, le contraste entre les méthodes révèle l'importance des pays neutres dans le contexte de la propagande. Lorsque nous examinons comment la propagande a évolué au fil du temps, y compris l'évolution des actes de parole, voyons-nous un changement significatif dans les méthodes de diffusion des messages? Ou les méthodes de propagande sont-elles essentiellement les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 70, 80 ou 90 ans? The methods of propaganda still essentially the same today as they used to be 70, 80, 90 years ago? Eh bien, je dirais que les messages et les méthodes changent parce que la technologie évolue constamment. Cependant, les méthodes de base restent les mêmes, qui sont les méthodes de communication. Nous ne devons pas oublier que la propagande est fondamentalement un système de communication persuasif. Donc, à mesure que nous développons différentes technologies, nous avons inclus plus d'options pour répandre la propagande, tels que les réseaux sociaux et autres canaux de communication. Mais les messages, je soutiendrai, sont presque les mêmes. Commun à beaucoup de propagande est un accent sur les justifications de la guerre, les exaltations des vertus belliqueuses et les descriptions négatives de l'ennemi, souvent désigné comme l'autre. Par exemple, je me souviens qu'en Argentine neutre, et dans mon cas en Espagne, la propagande dépeignait le conflit comme une lutte binaire entre la civilisation et l'ordre contre la barbarie. La propagande atroce est un composant commun et saillant dans divers contextes de conflit. Cependant, dans les territoires neutres, elle est particulièrement adaptée au contexte immédiat des neutres. Ils adaptent généralement les messages aux circonstances locales des pays et aux luttes nationales, comme on le voit dans les chapitres sur la Grèce pendant la Première Guerre mondiale. Un thème récurrent à travers différentes périodes est la manière dont la propagande traite des intérêts d'après-guerre de divers pays, pas seulement ceux neutres. Ces intérêts s'étendent au-delà de la guerre elle-même. Il est également intéressant de voir comment la propagande s'adapte au contexte changeant au sein d'une guerre. Les thèmes de la propagande ont dû reconnaître un contexte en constante évolution dans les guerres chaudes et froides. Par exemple, les thèmes et les méthodes de propagande ont été adaptés à la position d'un pays neutre particulier dans le monde. Dans le cas du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale, la propagande a été remodelée alors que la position de l'Italie dans le monde évoluait de non belligérante à rejoindre la guerre aux côtés de l'Allemagne, puis a changé de camp pour les Alliés en 1943. Une évolution similaire de la neutralité et des ajustements correspondants de la propagande s'est produite en Irlande. En Espagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, la propagande étrangère a évolué parallèlement à la neutralité fluctuante de Francisco Franco. Par conséquent, il y a un changement non seulement entre différentes périodes, mais aussi au sein d'une période spécifique, selon l'adaptation à différentes circonstances internes et externes. Ed, vill du besoin de great kexes à cela? Do you want to add something to that? Yeah, I'd say I was going to just add a sort of example of. Je voulais ajouter un exemple. J'ai étudié la propagande britannique en Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale. La Turquie est restée neutre jusqu'aux dernières semaines de la guerre. L'un des thèmes clés présentés au gouvernement turc concernait la situation de l'après-guerre. Comme Martin l'a mentionné, il y avait un argument selon lequel, si vous ne participiez pas à la guerre, vous ne pouviez pas vous attendre à être un acteur majeur par la suite. Un point essentiel était que pour avoir un siège aux Nations Unies, il fallait avoir joué un rôle quelconque dans la guerre. Je voulais également souligner quelques autres thèmes que nous avons identifiés. L'un est le concept d'identité supranationale,
et leur importance dans la relation entre la propagande et la neutralité. Un autre thème est l'importance de la religion catholique romaine et ce que nous appelons dans le livre la latinité. Cette idée suggère des identités communes entre différents pays qui transcendent les religions et les États neutres dans diverses circonstances. Elle a été utilisée à la fois par les belligérants et les neutres pour souligner les similitudes entre les pays ayant un héritage commun et pour les contraster avec ceux qui ne partagent pas cet héritage. Try and contrast that with other countries which don't have that same heritage. And that is a thing which kind of comes up in multiple different aspects, not just. Et c'est une chose qui se retrouve sous plusieurs aspects, pas seulement ces exemples. Dans le chapitre écrit par Nick Cole sur l'Afrique du Sud et le régime de l'apartheid, les communautés de la diaspora sud-africaine au Royaume-Uni et aux États-Unis ont joué un rôle crucial. Elles ont servi de pont, influençant le Royaume-Uni et les États-Unis à passer d'une position neutre sur l'apartheid à une opposition plus active. Ces communautés de la diaspora ont été déterminantes pour briser cette neutralité. Un dernier point que je voudrais aborder concerne l'impérialisme, qui est un thème récurrent dans le livre. Par exemple, dans mon chapitre, je discute de la manière dont le British Council a cherché à promouvoir la Grande-Bretagne et la culture britannique en Inde après qu'elle a cessé d'être une colonie britannique en 1947. Il tentait de promouvoir les valeurs britanniques et la langue anglaise en Inde, un pays cherchant à rester non aligné au milieu des deux superpuissances. Il y a une complexité intéressante dans la façon dont des pays comme l'Inde ont cherché à se distancer des anciennes puissances impériales comme la Grande-Bretagne et la France, tout en maintenant également une distance avec l'Union soviétique et les États-Unis. La propagande dans ce contexte a été fascinante à explorer. Le chapitre d'Elena Lopez sur Macao aborde comment l'impérialisme est central dans la propagande utilisée par divers pays, y compris les Portugais, les Japonais, les Chinois et les Britanniques. En particulier dans le contexte du XXe siècle, l'impérialisme ou l'anti-impérialisme a été un facteur significatif à considérer aux côtés de la propagande et de la neutralité dans divers contextes. Vous savez, j'ai trouvé très intéressant que vous deux fassiez allusion à un point important. À l'intérieur des pays ou territoires neutres, chez les acteurs neutres, nous trouvons généralement une discussion beaucoup plus nuancée. Au moins, nous trouvons deux côtés de l'argumentation ou un ensemble d'arguments. En revanche, dans les États belligérants, nous trouvons souvent un récit unique qui dépeint l'autre comme maléfique et nous-mêmes comme bons. Par conséquent, nous combattons le mal, et cela est considéré comme une guerre juste, n'est-ce pas? Voilà la décomposition. Si nous utilisons ce cadre et regardons les temps actuels, vous m'avez demandé d'écrire sur la guerre qui a commencé en 2022 entre la Russie et l'Ukraine dans mon chapitre. Mon point est que, même avant que la guerre ne commence, il y avait beaucoup de propagande. Mais dès que la guerre a commencé, la propagande a augmenté et s'est multipliée. Elle visait non seulement la population russe, mais aussi la population occidentale. En considérant votre critère, à quel point pensez-vous que les pays européens sont nuancés aujourd'hui lorsqu'ils discutent des combats en cours? Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que nous sommes actuellement lourdement propagandés, comparables à certaines guerres antérieures du XXe siècle? Ou est-ce que j'exagère? Voulez-vous que je tente de répondre à cette partie? Oui, c'est bon. Je pense que c'est une question vraiment intéressante. Tout d'abord, il est important de souligner que la propagande a toujours été une partie vraiment importante du XXe siècle. Et elle est toujours là. Elle ne va pas disparaître. Donc c'est un élément central de la politique, de la guerre et de notre compréhension du fonctionnement du monde. J'ai écrit sur la façon dont la propagande a été essentielle à la création des États-nations et à la manière dont les pays se voient dans le monde. Cela est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui,
où les pays européens forment une identité européenne, une sorte d'identité supranationale. De même, le gouvernement russe et son peuple se perçoivent d'une manière spécifique. That affords your superior in a patente grande and listening smalls in you don't. That's kind of a embedded part of how the world works. It's core to that identity formation, if you like. Il est central à la formation de l'identité, la manière dont l'art peut parfois être perçu, non pas comme de la propagande, parce qu'il est si profondément ancré dans notre façon de nous voir nous-mêmes ou notre nation. Nous ne le reconnaissons même pas comme de la propagande. Nous l'acceptons simplement comme la façon dont le pays est et supposons que ce sont nos valeurs. Il existe de nombreuses méthodes qui renforcent cela et s'assurent qu'il est constamment promu. En essayant de répondre à votre question, Pascal, il est clair que la situation actuelle a mis en évidence des positions spécifiques et en a modifié d'autres. Par exemple, des pays comme la Suède et la Finlande cherchent à rejoindre l'OTAN, avec la Finlande ayant déjà rejoint et la Suède étant sur le point de le faire. Le livre, en particulier votre chapitre, discute de la manière dont la Suisse a changé sa position. Ce n'est pas au point de rejoindre l'OTAN, mais c'est un changement parce que les circonstances ont presque rendu cela attendu dans les conditions actuelles. Cependant, il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas changé leur position. Par exemple, l'Inde, comme mentionné dans le contexte du British Council pendant la guerre froide, maintient toujours une position non alignée maintenant dans la guerre en Ukraine. Diverses autres régions, que nous pourrions désigner comme le Sud global, en particulier en Afrique, restent beaucoup plus neutres que les pays européens. Dans quelle mesure cela est dû à la propagande est discutable, mais il semble certainement que chaque position dans un conflit est construite sur de nombreuses générations. Hence, that position is built up over many different generations, and that propaganda has been there to kind of create that. La propagande a été utilisée pour façonner la vision du monde d'une nation, amenant les pays à adopter des positions spécifiques dans divers conflits en raison de cette propagande enracinée. Cependant, des chocs soudains ou des changements spécifiques peuvent rapidement modifier ces positions, comme nous l'avons vu récemment avec la Suède et la Finlande. La situation est complexe et l'a été tout au long du XXe siècle, influencée par les circonstances locales et les problèmes particuliers. Je dirais que la Finlande et la Suède se préparent à abandonner la neutralité depuis au moins 20 ans, étant donné la manière dont elles ont modifié leur discours sur le sujet. Martha, aimerais-tu ajouter quelque chose à cela? Yeah, I was just thinking that there are too many elements. Oui, je réfléchissais au fait qu'il y a de nombreux facteurs significatifs qui expliquent pourquoi nous pouvons penser que nous sommes plus que jamais soumis à la propagande. Je dirais que oui, nous sommes exposés à plus d'informations. Plus nous avons d'informations, plus il y a d'opportunités d'être soumis à la propagande. En même temps, un autre aspect très différent du passé est la mondialisation. Nous sommes tous plus connectés que jamais. Ces deux éléments, l'accès à l'information et la facilité avec laquelle nous pouvons accéder à de multiples options, différents points de vue et diverses idées et récits, certains vrais et d'autres non, en plus de la mondialisation, nous rendent plus exposés non seulement à l'information, mais aussi à la propagande. Je pense que l'une des choses que nous avons clarifiées ici, c'est qu'il est vraiment difficile d'être véritablement neutre. Je ne parle pas d'un pays, mais de nous en tant que société. Nous avons tous des opinions. Et comme Edward l'a dit, il est vraiment difficile de faire partie de tout cela. La propagande se trouve là où on s'y attend le moins. Vous pouvez la trouver dans des actions, des silences, des discours, des campagnes préméditées ou même dans des messages apparemment innocents. La neutralité est toujours un élément essentiel, mais c'est aussi un composant essentiel de la guerre et de la paix. Et bien sûr, elle est présente dans tout conflit actuel, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Palestine. La chose ici est que comprendre la neutralité est aussi complexe que comprendre la propagande.
Et vous pouvez imaginer à quel point la situation devient complexe lorsque vous combinez les deux. As propaganda, and especially you can imagine how complex is the situation if you combine both together. Peut-être, comme dernière question, en faisant des recherches et en lisant tous ces chapitres. Vous savez, quand on écrit un livre, on lit beaucoup de chapitres, plusieurs fois, et on doit réfléchir à ces concepts et lire d'autres matériaux, n'est-ce pas? Alors, pendant ce processus, avez-vous rencontré des moments où vous pensiez que la propagande pourrait également être utilisée de manière très positive? L'un de mes points est que je veux créer une propagande plus neutre et convaincre les gens, par le biais de messages, de ne pas aller à la guerre, parce que c'est une chose tellement horrible. Avez-vous eu des moments dans vos recherches où vous pensiez que la propagande pouvait être utilisée à des fins bénéfiques? Propaganda can be used for good purposes. Yeah, I would say that this is the best example when. Oui, je dirais que c'est le meilleur exemple de la manière dont la propagande utilise le concept de neutralité. Je veux dire le rôle des pays neutres en tant que médiateurs et d'aider à arrêter les guerres. Alors, si vous n'avez pas de pays neutres, comment arrêtez-vous les guerres et comment les situations se résolvent-elles? Par exemple, nous avons vu des cas où la propagande et la neutralité sont utilisées pour défendre la paix et plaider pour la fin de la guerre. Il est vrai que parfois ces situations cachent les intentions secondaires des pays parce qu'ils veulent recevoir une sorte d'avantage de la fin de la guerre. Mais, bien sûr, l'aspect positif significatif de la propagande est qu'elle fournit un instrument puissant pour discuter des problèmes et persuader les gens et les États. Persuade people and states, and it depends, as I said before, on how you use it. So if I'm just Si je peux ajouter une chose à cela, Martin a mentionné au début de l'interview la position de David Welch sur la neutralité. Il y a cette idée que la propagande est un phénomène neutre et qu'il s'agit des méthodes et de la manière de persuader. Ce n'est pas une question de porter un jugement moral sur la position elle-même. On ne devrait pas porter de jugement moral sur le message. On peut juger cela séparément. Mais en réalité, la propagande concerne les méthodes et la manière de persuader. Derrière cela, il peut y avoir un message positif, un message négatif, ou cela peut être très complexe. Cependant, considérer la propagande comme quelque chose de purement négatif, uniquement axé sur le lavage de cerveau ou essayant de tromper les gens, est un malentendu que nous avons essayé de dissiper. Nous voulons reconnaître que c'est bien plus complexe que cela. Nous observons une situation similaire avec le cas de l'apartheid, comme l'explique Nick Cole. Il décrit comment la propagande a été utilisée pour modifier la position neutre de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis dans les affaires politiques. Plus précisément, cela s'est produit en Afrique du Sud. Cela fournit un autre exemple de la manière dont la propagande peut parfois être utilisée de manière positive. Oui, en un sens, nous pouvons dire que la propagande peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, et la neutralité peut également être utilisée pour le bien ou pour le mal. C'est à nous de reconnaître laquelle est utilisée à un moment donné. Exactement. D'accord, mes amis. Merci beaucoup pour votre temps. J'encourage tout le monde qui regarde encore après 45 minutes à aller télécharger le livre. Il est disponible gratuitement en ligne et vous pouvez lire le PDF. Martha et Ed, merci beaucoup pour votre excellent travail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Pascal.